Les Suisses ne veulent plus bosser. Non, le travail, ça nous rendrait malades. C'est un sondage tout frais produit par le journal Blick qui le dit. Après le Crédit Suisse et la retraite de Federer, nos mythes n'en finissent pas de s'effondrer sur eux-mêmes. Comme beaucoup d'Européens, aujourd'hui, notre modèle préféré, c'est la semaine de 4 jours, le télétravail, voire le revenu universel. Mais alors un revenu comaque, parce que pas question de baisser notre pouvoir d'achat, à voir le résultat des dernières élections fédérales. On veut tout et ne rien sacrifier. Comme en matière de crise climatique, il faut agir, c'est urgentissime, mais surtout ne pas nous demander de changer quoi que ce soit à nos habitudes de consommation. On veut tout et son contraire, c'est le mantra de notre société aujourd'hui. D'enfants gâtés, point d'interrogation. Eh bien la question est sur la table du point ce soir. Bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. Et bienvenue à nos invités en duplex de Paris autour de cette table. Ce soir, le très grand plaisir de recevoir Gaspard Koenig, à la voix philosophe, bonsoir, essayiste et acteur de la scène politique, fondateur de Génération Libre, d'une veine libertarienne, mais davantage Montaigne, qui parcourt la France comme Mireille et sa tronçonneuse. Et puis écrivain, aujourd'hui surtout l'auteur d'Humus, que l'on voit passer à l'écran et que je vous présente là aussi. Un magnifique premier roman, largement salué, lauréat des prestigieux prix Interallié et Giono, finaliste aussi du Goncourt et du Renaudot. Humus, c'est l'histoire de 2 jeunes hommes, Arthur et Kevin, tout programme de réflexion en soi, qui fondent leur amitié sur une passion commune des vers de terre, développée pendant leurs études d'agronomie. Arthur et Kevin, qui vont tenter, chacun à leur manière, de sauver la planète. Bertrand Guifer, bonsoir. Bonsoir. Autre bel esprit iconoclaste, médecin, éthicien, théologien, directeur aussi de la revue médicale suisse. Hamid Julliard, journaliste et éditorialiste à Blick, le média, auteur du sondage que j'ai cité en introduction sur les Suisses romans et le travail. Et Philippe Ball, notre éditorialiste maison, ancien directeur de Charlie Hebdo, de France Inter, exceptionnellement en duplex, depuis chez vous à Paris. Bienvenue à tous ce soir. Alors, Gaspard Koenig, à la question « Que fera-t-il dans la vie ?» l'un de vos héros, Arthur, répond ceci. Je retrouve la page. Une fois obtenu le diplôme que la société exigeait de lui, il sera quitte. Quand on lui demandait dans quel secteur d'activité il envisageait de se lancer à la sortie de l'école, il répondait « Cultiver mon jardin ». C'était flou, mais sincère. Oui. Est-ce que c'est ça, justement, notre idéal de société aujourd'hui, cultiver notre jardin ? Alors d'abord, pas pour tout le monde, et je me méfie beaucoup quand on dit les gens, les Français, les Suisses, chaque individu est singulier. Et en l'occurrence, mes 2 héros choisissent des voies complètement différentes, puisque Arthur va cultiver son jardin, et qu'au contraire, Kevin se lance dans la start-up nation, dans le capitalisme, toujours pour sauver la planète avec les vers de terre. Mais vous voyez, j'ai pris le train Paris-Genève ce matin, et le train Paris-Genève est un moment propice à la contemplation, à la méditation. Et donc j'ai relu la Genèse. Et dans la Genèse, on voit Adam, créé par Dieu, qui se promène en fait dans le jardin d'Éden. Et Dieu lui dit « Tu travailleras, mais un tout petit peu, parce que les fruits vont pousser tout seuls. » Et qu'est-ce qu'il fait en termes modernes, Adam ? Il fait de l'agroforesterie. Alors oui, il travaille, mais la vie est belle parce qu'il fait un travail qui lui plaît. Et puis après, il y a le péché originel, la chute. Et là, le sol devient stérile. C'est la première chose que dit Dieu. Il dit « Le sol est désormais maudit, parce que tu m'as désobéi. » Et il pousse désormais non plus des arbres qui portent des fruits, mais des ronces et des taillis. Et là, tu vas devoir travailler à la sueur de ton front, parce que tu vas devoir défricher tout ça. Et désormais, tu vas ne plus te contenter de cueillir des fruits, mais tu vas cultiver des champs. Tu vas commencer la monoculture de céréales, tu vas faire du labour profond, et puis un jour, tu mettras des intrants chimiques. Et je me suis dit, au fond, il y a 2 visions du travail là-dedans, mais il y a aussi 2 visions de la nature, parce que quand Arthur part cultiver son jardin, lui, il est un peu dans la version jardin d'Éden. Aujourd'hui, on peut, Henri David Thoreau l'avait fait aussi au milieu du 19e siècle, on peut vivre dans l'agroforesterie, on peut faire, j'appellerais pas ça un métier, mais des actions qui vous accomplissent dans la nature ou ailleurs, et où la question du travail, au fond, se pose à peine, parce que vous faites quelque chose qui remplit votre vie de signification. Et puis, il y a la deuxième version, la version après le péché originel, où le travail est effectivement une contrainte pour dégager un revenu, pour produire.
et qui finalement finit aujourd'hui dans les bullshit jobs. Alors, qui travaille? Est-ce que c'est Arthur qui travaille sa terre, qui fait pousser des légumes, mais qui est officiellement sans emploi? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait des rapports et qui coche des cases toute la journée, comme on fait tellement dans les grandes entreprises et dans les grandes administrations, qui a donc un bullshit job à X milliers d'euros par mois, et qui, au fond, passe son temps entre la paperasse inutile, la machine à café, les réunions qui servent à rien? Qui travaille? Quel est le travail? Oui, mais la question que vous posez aussi, ce que dit la Genèse, justement, c'est qu'il y a une condition paradisiaque où on cultive on cueille la pomme qui a été maturée toute seule sur l'arbre. Oui. Et puis après, il y a la condition humaine qui, elle, nécessite labeur. Et effectivement, tu produiras ton pain à la sueur de ton front. Femme, tu enfanteras dans la douleur. Oui. C'est la condition humaine, en tout cas, la perception biblique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas justement dans la bullshit perception, Bertrand Kieffer, quand on s'imagine que justement le travail peut être fait sans effort? Non, mais puis en plus, le travail a tellement changé, parce qu'à la fin, les agriculteurs, par exemple, ne cessent de voir leur travail lui-même s'automatiser. Je veux dire, aux États-Unis, ils ont des grands tracteurs qui sont pilotés par GPS et intelligence artificielle. Donc il y a une espèce d'automatisation de tous les travaux qui fait qu'on commence à se poser très largement la question quel est le sens du travail? Qu'est-ce que c'est que travailler? Et où commence comment créer du sens et où commence ce qu'on appelle travail par rapport même à ce qu'on appelle loisir. Et puis il faut aussi voir qu'on est vraiment maintenant à une époque, une période extrêmement pointue dans les changements. C'est-à-dire il y a à la fois le changement climatique qui arrive, qui va faire qu'on se rend bien compte qu'il va falloir travailler, ça va être différent. Le sens aussi du travail prend une autre dimension. Il y a l'automatisation, il y a l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place, il y a la mondialisation et maintenant la démondialisation. Tout ça fait qu'on a beaucoup de peine à comprendre c'est quoi exactement le travail qui arrive à donner du sens, le bullshit job, ce dont on a vraiment besoin. Alors, c'est peut-être les travaux de première ligne, c'est les gens tout simples dont on avait beaucoup besoin d'ailleurs lors du Covid, qu'on a valorisé, qu'on a applaudi. Qui était le cœur battant de la société parce qu'il permettait au système de survivre et puis qu'on a maintenant complètement abandonné dans les oubliettes de nos consciences. Et cela aussi déserte, si vous pensez au corps hospitalier, justement, au corps soignant. Particulièrement les infirmières, ouais. Dans le sondage que votre journal sort et que vous avez commenté, Amit Julia, justement, 70% des Suisses se disent stressés, compris les jeunes, ça monte jusqu'à 80%, sauf erreur, se disent stressés par leur travail aujourd'hui. Est-ce que le monde du travail est devenu beaucoup plus toxique ou bien est-ce que c'est nous qui sommes devenus plus fragiles? C'est difficile à dire. J'ai fait commenter ce sondage par un historien qui s'appelle Laurent Tissot, professeur honoraire de l'université de Neuchâtel, qui lui disait, mais finalement, il y a quelques années, quand on devait se lever à 5h30 du matin pour aller au champ ou à l'usine et qu'on se couchait tous les soirs à 20h30, c'était pas forcément plus difficile qu'aujourd'hui. Mais je crois que surtout... Plus facile qu'aujourd'hui. Mais je crois que surtout ce que montre ce sondage, et puis c'est aussi ce que Laurent Tissot dit, c'est une véritable révolution, un changement, comme vous dites, quand on a ce mythe des Suisses qui se sont toujours vus comme des travailleurs, comme le peuple le plus travailleur, qui se sont toujours définis à travers leur travail, et qu'aujourd'hui on a ce sondage qui montre qu'une personne sur deux en emploi, aujourd'hui, déciderait d'arrêter de travailler demain si elle le pouvait, que près de 80% des répondantes et des répondants disent « mais moi, j'aimerais travailler que 4 jours dans ma semaine avec toujours mon même salaire à 100% et faire mon 100% ramasser sur 4 jours, que le taux d'activité idéal se situe entre 50 et 80%, qu'il y a une majorité de jeunes qui veut télétravailler plus, qui aimeraient même un revenu de base inconditionnel. Mais qu'est-ce qui s'est passé en très peu d'années, parce qu'en 2012, on se souvient, ça avait d'ailleurs frappé les Français, les Suisses s'étaient refusés à eux-mêmes en votation fédérale une 5e semaine de vacances. Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? Bon, c'est difficile de comparer une votation
administration fédérale pour laquelle il y a eu une campagne où des gens ont mis de l'argent pour argumenter, notamment en faveur du monde économique, en faveur des industries, pour dire aux gens, mais si vous acceptez un taux de 6 semaines annuelles de vacances obligatoires, vous allez mettre notre économie en péril, et du coup, si vous mettez notre économie en péril, vous mettez vos emplois aussi en péril, et donc vos salaires et votre bien-être en péril, alors que là, c'est un sondage où finalement, on ne mesure pas vraiment les conséquences de ce qu'on répond, mais plutôt on y répond en disant, ben voilà, moi, c'est ce que je ferais et ce que j'ai envie de faire demain si je le pouvais, c'est-à-dire arrêter de travailler. Puis un corollaire de ça, c'est une des raisons peut-être, c'est justement 70% de ces gens qui disent on est stressé par notre boulot, 59% qui disent notre boulot a un impact sur notre sommeil, 65% qui disent notre travail a un impact sur notre vie de couple, notre vie de famille, qui est aussi un des socles de notre société. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que dans mon commentaire que j'ai apposé après ce sondage, j'appelle à ce qu'on travaille moins, parce qu'aujourd'hui, le travail, j'ai l'impression, nous rend malades. Donc c'est peut-être l'heure de repenser un petit peu la façon dont on organise le travail, et puis peut-être à en venir à un week-end qui peut durer 3 jours pour tout le monde, à plus de vacances pour les gens. Et c'est pas dit que, en fait, on perd en efficacité. C'est pas dit qu'on ait moins de volume de production, parce que les gens aujourd'hui, visiblement, sont épuisés par leur travail et donc peut-être travaillent aussi moins bien. Philippe Val, est-ce que le travail aujourd'hui est encore une valeur qui est considérée ? En attendant, oui, on a intérêt à le considérer comme tel, parce qu'on peut discuter de la nature du travail, du temps qu'on consacre au travail. On peut discuter aussi du prix du travail. Mais est-ce qu'on peut discuter du travail? Pour en revenir à ce que disait Gaspard et à son héros Arthur, qui finalement a une vision édénique du travail, cultiver son jardin. C'est toujours un peu ironique. D'ailleurs, Voltaire lui-même, quand il a dit il faut cultiver son jardin, c'était très ironique, parce que lui, il a passé son temps à jardiner le jardin des autres. Il a eu beaucoup d'ennuis pour ça toute sa vie. En réalité, on n'y croit pas à ça. On ne cultive jamais son jardin. Et le héros d'Arthur non plus, le héros de Gaspard non plus. Il cultive son jardin pour sauver le monde d'une certaine façon. Donc le travail a toujours... Et notre lot, parce que si dans le moment édénique de la Bible, on travaille presque pas, on a juste à lever les bras, cueillir les pommes, les manger, voir si elles sont bonnes ou mauvaises, c'est parce que on n'est pas obligé de réfléchir à la mort. Et à partir du moment où l'homme a conscience qu'il est mortel, son problème n'est pas tant de s'introspecter, parce que c'est terriblement angoissant. Son problème est de faire. Il est ce qu'il va faire pour se sauver, pour se sauver de l'angoisse de mourir. Je pense que le travail, il est aussi ça. J'accomplis quelque chose. Et pendant que j'accomplis quelque chose, je pense d'une certaine façon que je suis éternel, entre guillemets. Je suis plein de l'action que je suis en train d'entreprendre. Et parce que je désire le faire. Je pense que c'est très dangereux de remettre en question le travail. Une fois de plus, tout ce qui est conditionné au travail, oui, mais le travail lui-même, parce que c'est le fruit de notre désir, et nous ne sommes rien d'autre que notre désir. Même les travaux un peu qui sont jugés rébarbatifs, difficiles, ou pas gratifiants, ou pas honorifiques, si vous voulez, sont quand même... La plupart d'entre eux, d'ailleurs, il y en a beaucoup moins aujourd'hui, des travaux stupides, mais ils sont quand même précieux, parce qu'ils... Le sens qu'ils ont, c'est le sens qu'on leur donne. Et nous ne faisons que ça toute notre vie, de donner du sens à ce que nous faisons. Parce que sinon, évidemment, rien n'a de sens que celui qu'on lui donne, seulement celui qu'on lui donne. Donc la remise en question du travail en soi, et je pense, c'est une faute philosophique. Je pense qu'on doit discuter des conditions du travail, mais du travail lui-même, c'est extrêmement dangereux. Pascal le dit, l'homme dans une chambre seul, il survit pas. Il survit pas et devient fou. Et surtout déprime. Ouais. Pascal, il dit ça pour le critiquer d'abord. Mais je reviens en disant justement, il faudrait pouvoir rester seul. Il faudrait pouvoir rester seul dans une chambre. C'est ça son idéal. Mais après, je reviens justement au Candide de Voltaire. Parce que la fin du Candide, il se met à la campagne avec ses copains, Candide, et là, ils dépriment tous. C'est l'horreur, parce qu'ils n'ont rien à faire, que justement, ils s'ennuient. Ils ont une espèce d'abondance de loisirs, ils ont un petit pécule, et ils sont au bord de se suicider.
Et donc justement, c'est là qu'ils décident de cultiver leur jardin, mais parce que cultiver leur jardin, c'est un travail. Et Voltaire décrit bien, il prend d'ailleurs des conseils auprès d'un voisin paysan, ils sont, je pense, en Iran, en Perse, qui lui explique comment il fait ses fruits. Donc ils se mettent à travailler. Mais ils se mettent à travailler, c'est comme ça justement qu'ils remplissent leur existence. C'est ça le sens de cultiver son jardin, c'est pas se retirer de la société. D'ailleurs, ils travaillent à plusieurs, ils travaillent pour vendre leurs trucs au marché. Mais c'est un travail et donc c'est là qu'ils trouvent le bonheur et l'accomplissement. Mais c'est un travail dans lequel ils s'épanouissent. Et je pense que la grande distinction, et le travail qui arrive après, et ça c'est un travail édénique si vous voulez, on pourrait le caractériser comme ça. Le problème du travail qui arrive après, c'est que c'est un travail le travail qu'on ne choisit pas, dans lequel on ne transmet pas sa propre personnalité, où on ne voit pas le produit de ce qu'on a fait, que ce soit d'un point de vue manuel ou d'un point de vue intellectuel, est un travail qui perd son sens. Et le fait que les gens souhaitent moins travailler au sens du sondage suisse, moi je suis sûr que si on les laisse faire des loisirs, ils vont travailler en fait. Ils vont faire du vrai travail. C'est la vraie question. Du vrai travail. Mais simplement là, ils veulent moins travailler au sens du travail salarié qui produit du revenu, qui est la condition de la majorité des gens aujourd'hui. Et le fait que les gens veuillent se débarrasser de ce travail-là est un très mauvais signal, parce que ça montre que dans ce travail-là, aujourd'hui, on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui. Mais vous les laissez chez eux, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils ne regardent pas la télé, ils vont faire des ateliers, ils vont commencer à entreprendre 1000 petites choses. Ou là, et donc la vraie question, c'est pas tellement est-ce que les gens veulent travailler, bien sûr qu'ils veulent travailler, c'est quel travail permet de développer sa singularité individuelle, et deuxièmement, est-ce que le lien que font nos sociétés depuis 3 siècles entre travail et revenu est bien judicieux? D'abord, ce lien n'a pas été fait jusqu'à l'ère industrielle. Le revenu, à l'Ancien Régime, provenait de tout sauf le travail. Ça provenait des rentes, ça provenait des privilèges, etc. C'est d'ailleurs l'otium latin, c'est le loisir, mais le loisir au sens noble, qui est effectivement financé par quelque chose d'autre. Et donc, ça serait ça la grande rupture, ça serait de pouvoir dissocier en fait à nouveau le travail du revenu, mais de manière cette fois beaucoup plus démocratique. C'est ce que permettent des instruments comme le revenu universel, sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé dans le cadre du think tank que vous mentionniez et beaucoup défendu, parce que c'est pas, on peut le faire à finances publiques constantes aujourd'hui si on reconditionne un peu le système d'allocation, mais c'est toute la signification qui change, parce qu'aujourd'hui c'est ce pas qu'on n'ose pas franchir de séparer le revenu du travail. Même quand vous touchez le RSA en France, l'allocation minimale, vous êtes censé, même si c'est très fictif, chercher un travail, donc vous êtes soumis à toutes sortes de contrôles et toutes sortes de surveillance. À partir du moment où vous dites aux gens, on vous donne ça et en fait vous faites ce que vous voulez, mais les gens se mettent à faire du vrai travail. C'est d'ailleurs ce que montrent les expériences qui ont été faites en Inde de revenu universel dans le Madhya Pradesh. Les gens se sont mis à entreprendre parce qu'ils se sont mis à faire un travail qui avait du sens. Voilà. C'est pour ça que c'est une vraie politique du travail, le revenu universel, parce que chacun va pouvoir redéfinir son travail avec un horizon de temps assez long. Le revenu universel, effectivement, il y a beaucoup de pays européens, les pays socialistes, notamment l'Espagne, qui va y venir aujourd'hui, l'Italie déconstruit ça. Mais là, toute la question, c'est justement qu'est-ce qu'on fait de ce loisir aussi? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous êtes utopiste, enfin, vos deux héros sont utopistes et jusqu'au bout, comme peut-être vous l'êtes vous-même, mais on le voit, enfin, il y a un sondage qui est paru en 2021, une enquête sur les Français qui montrait que 60% du temps libre aujourd'hui était consacré aux écrans et notamment aux réseaux sociaux, et que 2% était consacré justement à la culture et à la lecture. Donc la réalité, c'est pas ce temps libre à disposition, on va l'employer justement à cultiver des choses qui nous élèvent. Non mais faire un travail qui a du sens, c'est pas forcément faire de la littérature ou de la poésie. Il y a 1000 choses, y compris qui passent par les écrans, qui peuvent accomplir les gens. Mais je vais pas le dire à leur place. Les gens, ils vont trouver tout seuls. Est-ce qu'on est encore habitué à l'effort aujourd'hui? Est-ce qu'on est encore programmé? Alors, vos héros, encore une fois, il y en a un qui choisit justement d'aller cultiver la terre, enfin, disons que de retourner à la terre, et l'autre pas. Les deux sont effectivement productifs, entre guillemets. Oui. C'est des travailleurs, oui. Ils mènent à bien leur projet. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a cette culture encore de l'effort et du projet qu'on va accomplir jusqu'au bout? Je n'ai jamais très bien compris ces discours sur la culture de l'effort. Je pense que l'humanité est très constante de ce point de vue-là, que le réel, enfin, tout le monde a un idéal, le réel vient toujours en friction. Cette friction
déclenche un effort pour le surmonter. C'est tout le thème du roman d'ailleurs, puisque c'est un roman d'apprentissage. Donc au début, les deux héros, ils se disent tout va être très facile. Moi, je vais faire plein d'argent avec ma start-up. Puis moi, je vais remettre des vers de terre dans ma terre. Ça va être tout cool. Bon, évidemment, le réel arrive en travers, le réel agronomique, administratif, économique. Et donc, c'est ce réel qui déclenche l'effort. Donc en fait, la question, c'est pas tellement la question de l'effort, c'est la question de est-ce qu'on se projette, est-ce qu'on a des idéaux, est-ce qu'on a des envies, est-ce qu'on a des désirs. Et je dirais, heureusement, parce que sinon, il faut juste arrêter l'humanité tout de suite. Mais vous introduisez, excusez-moi de vous interrompre, mais vous introduisez justement avec une de vos héroïnes, hein, Anne, oui. Justement, vous introduisez cette notion-là de contre-héros, parce que c'est Anne qui est l'amie d'Arthur et qui part avec lui précisément dans son voilà. À un moment donné, en a ras-le-bol, elle avait le projet aussi d'écrire, elle sort de Sciences Po, et puis elle se retrouve avec lui effectivement dans sa ferme, et elle dit ceci: non mais tu plaisantes, hein, je m'en contrefous de tes putains de vers de terre, je ne peux pas croire que je suis là, à 25 ans en pleine nuit, dans le trou du cul de la Normandie, à ramasser des vers de terre pour un loser au RSA. Elle donne un grand coup de pied dans son seau, Arthur allume sa lampe frontale et se précipite pour ramasser la terre éparpillée. Voilà, donc voilà, l'utopie, elle a parfois des résistances qui sont en soi. C'est parce qu'elle, justement, c'est le personnage qui, n'acceptant pas l'effort, qui cultive un idéal. Elle, c'est le personnage qui n'est pas sauvable dans mon livre. C'est le seul, je suis désolé pour elle. Et c'est un personnage... Tous vos personnages féminins ne sont pas très... Non, je ne suis pas d'accord pour Philippine, mais on pourra en reparler. Mais Anne, c'est un personnage qu'on connaît tous, qu'elle soit féminine ou masculine. C'est l'étudiant de Sciences Po qui va à toutes les manifs altermondialistes, qui signe toutes les pétitions pour la lutte contre le harcèlement sexuel et sexiste, et qui va donc tenter l'expérience néo-rurale parce que plein de grands idéaux, et puis qui, au bout de 6 mois, craque et va travailler dans le lobbying. Et... en fait, c'est elle qui refuse l'effort, parce qu'elle voit la difficulté arriver, et elle fait quoi ? Elle fait le truc le plus facile, en fait, quand on sort de Sciences Po. Elle va travailler pour un groupe de conseil ou de stratégie ou de je ne sais quoi, où elle va passer son temps entre la machine à café, les rapports, les cocktails et l'organisation des événements, et où, au fond, on me dit « Ah, je bosse beaucoup, je suis sous l'eau », parce qu'effectivement, factuellement, ces gens-là sont connectés à leur entreprise de 8 h du matin à 22 h. Mais au fond, est-ce qu'il y a un travail ? Est-ce qu'il y a un effort ? Moi, je ne trouve pas. Et donc, je trouve parfois, on inverse un peu les choses. Et les gens qui ont l'impression d'être sous l'eau, comme ils disent, je déteste cette expression, font la leçon au reste de la société en disant « Ah, le sens de l'effort, il est où ?» Mais vous, il est où le sens de l'effort ? C'est ça l'effort, vraiment ? C'est traîner vos baskets dans un bureau toute la journée, c'est passer des coups de fil, c'est arranger des affaires. C'est pas un effort, ça. Elle est où la réalité qui vient, la vraie réalité, en fait, qu'il faut vaincre ? Elle est où le bricolage, les astuces qu'il faut trouver pour comprendre le réel, le surmonter, créer des choses nouvelles ? C'est ça l'effort. Et ça peut être à la fois en littérature, en jardinage, en bricolage, ou devant son écran en faisant du coding. Ça peut être dans 1000 sphères différentes. Bertrand Kiefer, le sens du réel, de l'effort diversifié, on l'a encore aujourd'hui. Moi, je pense que la vraie question, c'est ce qu'on désire encore. Qu'est-ce qu'on désire ? Est-ce qu'on a une espèce de panne du désir ? Il s'agit de créer du sens. Dans le travail, si on résume quand même le travail qui fait vivre basiquement l'humanité, il est maintenant extrêmement automatisé. On pourrait vivre avec beaucoup moins de gens qui travaillent. S'il n'y avait pas en nous humanité, en nous chacun et chacune, le désir de faire autrement, de faire autre chose. Par exemple, toute la question du progrès, ça passe par la recherche, parce qu'il y a une quantité de gens qui travaillent en faisant de la recherche, des scientifiques, d'autres gens qui, d'ailleurs, recherchent à tous les niveaux, des trucs très simples, même artisanaux, faire mieux, faire plus efficace, et tout ça dans une espèce de compétition qui peut, là, produire du sens aussi. Mais qui est dure, qui est laborieuse, parce que la recherche, parce qu'effectivement, un autre type de travail, c'est le travail intéressant, demande de l'effort et beaucoup de tâches rébarbatives et triviales. C'est vrai qu'il faut se confronter au réel. Et même faire un travail comme, je sais pas, être pianiste, ça suppose non pas d'avoir cette espèce de liberté d'indétermination qui consiste à taper n'importe comment sur les touches, mais à affronter le réel du piano, à apprendre cette grammaire de la musique. Et ensuite, on peut produire quelque chose qui nous valorise, qui fait du sens. Mais il faut toujours affronter un certain type de réel. Ça, c'est vrai. Il y a à se construire soi-même dans une difficulté. Je ne sais pas s'il faut parler d'effort. Ce qui manque, d'une manière générale, moi je pense dans nos sociétés, ce qui manque, c'est une espèce de réenchantement. Comment est-ce qu'on réenchante notre monde ?
très évolué, très performant, mais qui fait face à plein de crises, qui fait face aussi à cette intelligence artificielle qui émerge comme ça sans qu'on sache bien ce qui va se passer, ce qu'on va en faire. Mais trouver un sens à ça et désirer. Qu'est-ce qu'on désire là-dedans? Moi, je suis comme Deleuze, je pense que l'humain, l'homme, la femme, on est des machines désirantes. Et il faut reconfigurer le désir. Et s'affronter au réel, encore une fois, ça ne veut pas simplement dire produire des patates ou chercher à trouver dans le monde scientifique, parce que c'est quand même très important, et puis ça fait partie de l'aventure humaine, on a besoin de comprendre comment marche la nature et d'améliorer certaines choses, c'est plus fort que nous, ça nous dépasse, mais c'est aussi soi-même, chacun pour soi dans la vie, s'auto-construire et grandir dans une forme de liberté et d'accomplissement. Et c'est vrai, on pourrait parler d'effort, en tout cas c'est un chemin. Alors on va continuer cette discussion, on se retrouve dans quelques instants, à très vite. Le point de retour, on veut tout et justement du temps libre, mais pour en faire quoi? Amélie Julliard, est-ce que votre génération et la suivante est au fait de ce qu'elle souhaite réellement, justement, entre vouloir plus de temps libre, pas vouloir une baisse de son pouvoir d'achat, vouloir justement bifurquer comme les héros du livre de Gaspard Koenig, ou bien rentrer dans le rail et lequel? C'est difficile à dire si c'est vraiment une question de génération, parce qu'on a beaucoup dit c'est cette génération Z, c'est les millénials dont je fais partie, qui veulent trouver plus de sens dans leur travail, etc. Mais ce qu'on voit à travers le sondage qu'on a mené avec l'Institut Amies Trends, c'est que en fait, ça traverse toutes les générations. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, on n'a pas vraiment la réponse de ce que les gens cherchent. Je pense qu'on est tous un peu en nous-mêmes ambivalents et que notre société aussi est ambivalente. On voit que les gens, quand ils ont du temps libre, enfin moi je passe pas mal de temps à Milan, et ben on voit que quand les gens ont du temps libre, ils vont sur les grandes avenues commerciales et puis ils achètent des trucs et puis encore des autres trucs et puis ils rentrent dans le métro avec tous leurs sacs à vomir de Zara et puis de Bottega Veneta. Et puis d'un autre côté, il y a tous les autres gens qui choisissent aussi une autre voie, qui vont essayer d'écrire des livres, de faire de l'humour, etc. Et je trouve que ce qui a peut-être changé depuis, vous demandiez tout à l'heure qu'est-ce qui a changé, ben, là, quand même, on ne peut pas ne pas parler du Covid. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces confinements, ces semi-confinements en Suisse? Bien sûr qu'on était devant nos écrans et puis qu'on esclavagisait un peu les livreurs de pizza et puis de biens commercialisés par Amazon, mais il y a beaucoup de gens qui se sont mis au dessin humoristique, au chant. Le sondage que je citais avec 60% de notre temps libre qui justement aujourd'hui est consacré aux écrans et notamment aux réseaux sociaux, c'est un sondage qui a été fait après l'ère Covid. Mais c'est notre temps libre d'aujourd'hui, c'est-à-dire que on rentre du boulot. On n'est pas dans une bulle Covid. Non, mais c'est par rapport au monde du travail d'aujourd'hui qu'on répond ça. On rentre du boulot, on est complètement lessivé. Tout ce qu'on peut faire, c'est doom scroller sur TikTok. Alors que quand on était pendant Covid, qu'on avait du temps, on a très bien vu que les gens n'ont pas passé leur journée à doom scroller sur TikTok ou à acheter des bêtises sur Amazon. Ils ont aussi fait d'autres choses, de la peinture, s'occuper de leurs gosses. Les ventes de livres pendant le Covid ont explosé. Parce que comme les gens avaient vraiment la journée devant eux, ils se sont dit non, je ne vais pas faire du TikTok toute la journée, c'est pas possible. Vous avez 14 heures de TikTok et donc, puis ils 2 heures de lecture. à faire des activités autres, pas forcément la lecture ou l'écriture, mais parce qu'on avait l'énergie de le faire aussi, alors qu'aujourd'hui, les gens, on est lessivés. Enfin, les gens sont lessivés, ils ont peut-être pas cette énergie. Beaucoup de gens ont une nostalgie de cette période Covid. Pas tous, évidemment, il y a eu des situations très difficiles, mais il y a quand même beaucoup de gens qui vous disent qu'ils ont trouvé du sens à préparer la cuisine, à enfin pouvoir parler en famille, s'occuper de leurs enfants. Mais tout ça, c'est du travail aussi. Faire la cuisine, c'est du travail. S'occuper des enfants, c'est un travail qui est souvent d'ailleurs bien plus fatigant. Souvent, les gens, ils rentrent dans leur boîte, ils sont contents parce qu'ils vont enfin passer une journée tranquille après avoir passé une semaine avec les enfants. C'est fatigant, c'est du travail, tout ça, c'est de l'effort, c'est pas du loisir, mais c'est un travail qui nous accomplit. Et donc, très clairement, la société aujourd'hui, elle est en train de petit à petit enlever la vieille peau du capitalisme industriel avec le modèle du salariat, où il fallait produire pour quelqu'un d'autre pour gagner sa vie dans un travail tayloriste qui, effectivement, n'a pas de sens. Mais ça, Marx en parlait déjà, comme un phénomène d'aliénation. Mais comment ne pas être d'accord? Et si on arrive à évoluer, évidemment, ça se fait avec beaucoup de douleur d'évoluer vers un autre modèle. Mais c'est clairement ce qui est en train de se passer et c'est fascinant. C'est une époque quand même assez passionnante.
Mais Philippe, parce qu'on a besoin de chercher, de trouver du sens à tout. Hein. Quand on descend ses poubelles, on ne se dit pas. Alors oui, on se dit. Ah oui, on va dire, oui, tiens, on va faire rats. du tri, on va faire du vermicompostage. Non, on se dit, il va y avoir des rats si je les laisse, Voilà. si je les laisse dans ma cuisine pendant 2 semaines. Mais franchement, on ne le fait pas avec plaisir. Vous citiez les enfants. Mais si, les poubelles. Non, mais il faut parler des poubelles. On le fait avec plaisir. Quand on commence à réfléchir au sens de ce que c'est que de mettre des choses dans la poubelle, ça devient du plaisir. Parce qu'on va mettre les matières organiques au vermicomposteur, on va se dire « Ah tiens, le vermicomposteur m'a fait un peu de lombrité, je vais le mettre dans mes plantes », et tout ça devient amusant. Mais quand vous le faites pendant 6 mois, 1 année, et ça, à journée faite, est-ce que vous trouvez votre vie vraiment amusante ? Mais ça fait partie de la vie, en fait. Bien ça sûr. fait partie de la vie de Donc une dose d'effort et de mais on n'a pas dit que c'était pas de l'effort. Mais bien sûr que c'est de l'effort. C'est plus fatigant de mettre ça dans son vermicomposteur que de mettre tout dans la poubelle noire qui va se faire cramer. Mais comme ça a du sens, on le fait avec plaisir. Philippe, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? Parce que moi, Tout revient au lombric de toute façon. Tout peut se résoudre par le lombric. Mon fils de 3 ans et demi, tous les jours quasiment, me dit « c'est quand le week-end » Est-ce qu'il y a une mutation génétique ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a un rapport si particulier quand même au travail ? Parce qu'avant on se posait la question, on était juste lobotomisés dans des silos comme ça et on avançait. Peut-être qu'on a oublié de transmettre quelque chose. Alors, moi, je ne suis pas de ceux qui veulent tout jeter de 68, hein, loin de là. Bon, mais peut-être que justement cette critique globale du travail, qui était celle de 68, a fait beaucoup de mal et a évolué dans les années qui ont suivi. Et dans son évolution, elle a elle a raboté, elle a minoré, elle a ridiculisé l'idée de frustration. Or, je pense que même pour trouver du plaisir à descendre, à trier ses poubelles ou à faire des travaux ménagers, moi, ce que je comprends très très bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il faut avoir un certain rapport à la frustration. On pourrait faire autre chose, ou ne rien faire, ou s'asseoir dans un fauteuil, ou laisser couler sa flemme, mais grâce à la culture, à l'acceptation de la frustration, on fait l'effort de s'approcher de ce qu'on désire. Parce que le désir, de toute façon, il demandera toujours un effort pour la bonne et unique raison qu'il recule à chacun de nos pas. C'est le principe même du désir. Le désir n'est jamais totalement accompli, on s'en approche au mieux. Mais ça demande une espèce de frustration. Et peut-être que même cette génération que l'on voit aujourd'hui apparaître et qu'on appelle les woke, ce sont des enfants qui ne connaissent pas la frustration, qui ne veulent connaître aucune frustration. De quelque manière que ce soit, ils veulent. Et ça, c'est quelque chose de mortifère, vraisemblablement. Ça veut dire qu'on ne sait pas se défendre, qu'on ne sait pas réagir, qu'on ne sait pas se confronter à une réalité hostile, parce que au départ de tout, la nature, elle est inhabitable. Elle est absolument inhabitable. Il y a des tas de choses toxiques, des dangers, tout est broussaille, tout est hostile. Et pour que ça soit habitable, avec une possibilité de vie heureuse, ça demande un effort et du temps donné à rendre la nature habitable. La nature au sens général du terme. Donc, une frustration par rapport à la flemme naturelle où on a l'envie de s'opposer. Ah mais Julien, je vous voyais réagir. Non, bon, Philippe Val vient, comme d'habitude, avec son combat anti-woke, anti-jeune génération, qui veut annuler les grands méchants réacs. Je pense, encore une fois, c'est pas vraiment ça le sujet aujourd'hui. Si moi, après avoir publié ce sondage et après avoir publié notre commentaire, j'ai reçu des messages de gens dont on peut pas vraiment soupçonner qui sont woke, simplement de gens normaux qui bossent dans des écoles, qui récupèrent des enseignants ou des non-enseignants qui viennent leur pleurer dans le gilet parce qu'ils sont épuisés à la fin de leur journée de boulot. Je ne pense pas que c'est une question de génération et d'ailleurs on l'a très bien vu à travers notre sondage qui encore une fois traverse toutes les générations. Bertrand Kiefer, vous parlez du monde toxique, hein, justement du travail, parce qu'il y a à en dire. À commencer peut-être par les chefs qui justement, on parlait de la démission, peut-être des gens qui ont envie de démissionner, en tout cas dans les souhaits, parce que je vais préciser quand même quelque chose. La réalité, entre le désir et la réalité, il y a vraiment un très très grand écart. Pour la plupart des gens aujourd'hui, on doit même multiplier les travaux pour gagner sa vie, parce que le salaire, ça ne paye plus assez. Donc c'est la réalité, notamment pour la génération jeune et des étudiants. Donc voilà. Mais est-ce que dans les entreprises, justement, la toxicité a quand même augmenté? Ça, c'est un constat que vous faites, Bertrand Kiefer. Oui, je pense. Je pense qu'elle a augmenté. Elle a augmenté parce qu'il y a des stratégies managériales qui se sont répandues, qui sont absolument hallucinantes. Ce qui me frappe, moi, c'est dans le monde, par exemple, des soins, dans les hôpitaux. Maintenant, les hôpitaux sont managés comme des industries.
il y a une toyotisation, il y a un lean thinking, tout fonctionne comme dans une industrie. D'ailleurs, le management fonctionne avec des logiciels d'intelligence artificielle qui appartiennent à des grosses boîtes du big data qui imposent les mêmes types de logique. Donc même les personnes bien intentionnées dans le management font fonctionner tout ça comme si les humains étaient des rouages dans des systèmes qu'on peut manager. Ça, c'est extrêmement toxique et ça génère d'énormes souffrances parce que l'humain est simplement chosifié là-dedans, il n'est pas considéré comme tel. Et donc, c'est vraiment aussi une déshumanisation que cette machinisation du management. Alors ça vaut pour toutes les entreprises, même culturelles, même les télévisions, les radios, mais encore plus pour des entreprises qui produisent des objets. Et alors les gens, là, ont beaucoup de peine à exister, à trouver un sens. Donc si, dans leur petit écosystème de sous-entités du système de l'industrie, ils trouvent des humains pour réhumaniser, il faut sans cesse réhumaniser ça marche. Mais si c'est simplement le management, c'est très toxique. Il y a vraiment là une toxicité. Et puis, c'est vrai que dans les faits, on a beaucoup plus de temps libre qu'on en avait il y a 50 ans, mais dans les faits, on est aussi tout le temps en ligne. Enfin, je veux dire, on décroche très difficilement aujourd'hui. On vous envoie des mails à 11h du soir, à 2h du matin, qui sait. Alors. Et donc là, le fait effectivement d'être disponible pour le travail tout le temps, ça, c'est une réalité qui s'est transformée aussi. Premièrement, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et on voit là, d'ailleurs, le même David Graeber qui a conceptualisé les bullshit jobs, c'est un extraordinaire anthropologue qui a aussi écrit un livre sur la bureaucratisation du monde. Et quand il parle de bureaucratisation, c'est pas seulement l'administration, c'est secteur privé comme secteur public, et ça touche tous les pays, tout le monde occidental, où effectivement on résout, pour des questions aussi de transfert du risque, on transforme les activités humaines en process. Et alors effectivement, on fait des jobs qui n'ont plus de sens et qui donc vont être remplacés par des robots. Parce que ce que le robot n'aura jamais, c'est ce que Yann Lequin, qui est un grand spécialiste d'intelligence artificielle, qui a eu le prix Turing, appelle le sens commun. C'est-à-dire une espèce de perception globale du monde qui permet justement d'interagir de manière complète avec son environnement. Et alors que le robot fonctionne en silo. Et donc, évidemment, une fois qu'on transforme les jobs en des jobs de silo, on peut évidemment les faire remplacer ensuite par le robot, mais parce qu'on a d'abord robotisé le job humain, et c'est ça qui rend les gens très malheureux. Et sur la connexion permanente, je pense qu'il faut absolument réhabiliter le stoïcisme. Les stoïciens, ils nous ont donné une méthode pour être soi. Et le problème se pose déjà dans les siècles passés, avant même l'invention du téléphone. Montaigne, par exemple, se plaint dans les essais qu'il existe des gens qui ne résistent pas à l'envie d'ouvrir une lettre, de la décacheter quand on la leur apporte, alors même qu'il est en pleine conversation avec eux. Et ça le rend fou, Montaigne, ces gens qui décachetent les lettres parce qu'ils sont avides, ils subissent cette passion gourmande de nouvelles, dit-il. Et c'est à nous de ne pas décacheter les lettres et de se faire une discipline personnelle pour se déconnecter, pour enlever les notifications, pour enlever la géolocalisation sur son portable. Et alors, chacun peut le faire, mais il faut simplement trouver sa propre discipline qui va être spécifique à chaque cas particulier, à chaque individu. Et il ne faut pas hésiter à passer des journées entières sans son portable. Ah oui, mais si quelqu'un m'appelle, s'il y a un problème, etc., et bah, tu verras, il n'y aura pas de problème. Mais aucun adulte n'arrive à le faire, et encore plus les jeunes. Enfin, je veux dire, c'est un vrai problème. C'est un problème. Et encore une fois, alors, par exemple, à l'école, en France, le téléphone portable est interdit au collège. Est-ce que ça pose un problème? Pas du tout. Parce que la consigne est claire, simple, universelle, égalitaire. Du coup, les gamins sont parfaitement habitués à passer leur journée au collège sans téléphone. Je note d'ailleurs qu'une loi vient d'être votée qui interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, ou les soumet en tout cas à autorisation parentale. C'est jamais appliqué. Peut-être pas respecté, mais enfin ça donne au moins une forme d'étiage sur lequel les parents peuvent se régler. Mais je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel chaque individu, je ne dis pas la société, mais chaque individu doit travailler sur reprendre la maîtrise de soi-même par rapport à la technologie pour ensuite commander la technologie et pas l'inverse. Et ça, c'est un vrai souci. Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi il n'y a pas de courage de la part des politiques qui feraient, par exemple, comme à Taïwan, un vrai blackout sur les, sur les engins jusqu'à 16 ans ou jusqu'à 15 ans, jusqu'aux limites qui sont légalement admises. Oui, mais enfin, ne transférons pas notre faute personnelle sur le politique à chaque fois. C'est vraiment des questions de responsabilité personnelle vis-à-vis de soi d'abord, avant même de parler des enfants. Oui, c'est très compliqué. En même temps, les réseaux sociaux et tout ça, il y a un côté addictif. Moi, j'y suis pas. Moi, oui, pas, justement, parce que je sais que c'est addictif. Pour les jeunes, on est quand même
notre biologie est faite pour l'addiction. Ah oui. Et tous ces systèmes renforcent sans cesse les mécanismes d'addiction, les mécanismes de récompense. Et c'est d'une telle sophistication, on n'était vraiment pas là au temps de Montaigne, que c'est très dur pour les individus de résister à des systèmes pareillement subtilement conçus pour nous rendre addicts. Et ça, c'est un problème monstrueux, cette addiction qu'on a tous, sauf quelques exceptions, aux réseaux sociaux et aux écrans. Et qui est en train de transformer les nouvelles générations en générations de consommateurs, mais ces générations qui ne sont pas les seuls responsables. Il y a quand même ni à savoir comment arriver à une satisfaction qui est autre qu'immédiate, non ? Moi, j'avais fait un reportage sur l'intelligence artificielle. En 2018, j'en avais tiré un livre qui s'appelait « La fin de l'individu ». Et ce qui m'avait vraiment chamboulé, c'était de discuter aux États-Unis avec les neuroscientifiques qui sont aujourd'hui embauchés par les grandes plateformes, qui connaissent parfaitement la manière dont marchent nos cerveaux, parce qu'on a tous le même cerveau, il n'y a pas de honte à ça, tout le monde est addict, tout le monde a envie d'un peu de dopamine, tout le monde a envie d'un like, et qui conçoivent des outils qui permettent statistiquement et de manière extrêmement sûre d'augmenter l'addiction, c'est-à-dire l'attention, et donc l'addiction, effectivement, du consommateur. Mais, encore une fois, on peut mettre en place, chacun d'entre nous, des stratégies assez simples, en fait, et c'est d'être en plateau ou de parler ici dans les médias, c'est l'occasion aussi d'en faire la promotion. Réfléchissez, prenez 1 heure pour réfléchir à la stratégie que vous voulez mettre en place, à la discipline que vous allez vous fixer par rapport à ça. Respectez-la. Ça peut commencer petit, vous n'avez pas de portable dans la chambre à coucher, plus de notifications sur le portable, c'est-à-dire je dois ouvrir mon mail, je ne reçois pas un ping. Ouais, c'est des petites choses. Mais en fait, c'est des choses, dites-vous bien que en fait, vous êtes aujourd'hui manipulé, mais que vous avez les outils pour reprendre le contrôle de vous-même. Et c'est une question de dignité. Et quand vous mettez ça en tête, en fait, finalement, vous avez le désir, vous avez l'envie de ça, et quand vous le faites, en fait, vous vous apercevez que vous êtes plus heureux, parce que votre esprit, il est plus serein. Moi, quand j'écris dans la journée, j'ai aucune... je débranche le téléphone et les mails et tout ça, je garde l'Internet pour les recherches, et quand je sors de ma période de travail, qui demande plus d'efforts, parce qu'on n'est pas constamment distrait, eh bien, j'ai l'impression d'avoir produit quelque chose, et je me sens, disons, bien, je me sens plein. Alors que quand on passe 2 heures à faire ci, ça, et qu'on a l'esprit partout, on se sent vaseux, vous voyez, on se sent un peu nauséeux à la fin. Parce que l'esprit a été martyrisé, en fait. Les neurones ont été martyrisés. Et vous êtes déjà construit. C'est plus compliqué pour les jeunes. Mais justement, vous le dites dans votre commentaire, Amit Julliard, d'ailleurs, l'économie en profiterait. Est-ce que justement, et ce qui est drôle, notamment pour le revenu universel, c'est la gauche qui produit ça, mais est-ce que justement on ne travaille pas là tous pour l'économie, pour nous transformer tous en bons petits consommateurs ? Et la Silicon Valley serait ravie, enfin tous les grands milliardaires du monde, Amazon les premiers, seront ravis de cela. En fait, moi, j'essaie de développer 2 choses dans ce commentaire assez court. C'est que d'un côté, l'économie pourra en bénéficier, à mon avis, parce que quand on sait ce que représentent les coûts de l'absentéisme en Suisse, qui est de 8,3 jours en moyenne par employé, c'est 4 milliards de coûts directs. Et puis si on y additionne les coûts qui sont générés par le sous-effectif, qui génèrent du stress chez les collègues, etc., il faut multiplier par 3 à 5 fois. Donc on est sur du 12 à 20 milliards de coûts par année pour l'économie suisse que coûte cet absentéisme. Et puis d'un autre côté, je pense que comme on est ces êtres ambivalents qui d'un côté avons ce besoin de consommer, que ce soit de consommer des likes ou de consommer des choses sur les grandes avenues ou sur Amazon, je pense aussi qu'on deviendrait des consommateurs finalement un peu plus efficaces quand même, parce qu'on aurait plus de temps pour consommer. Donc ça, ce sera un petit peu... J'essaie de concilier les 2 idées, de me dire, mais finalement, tout le monde y gagnerait, quoi. Mais là, moi, je n'ai pas mené la réflexion jusqu'au bout, et c'est une question que peut-être on pourrait ouvrir à tous. Est-ce que vous pensez que repenser le travail, travailler moins, c'est aujourd'hui crédible et possible par rapport à notre économie sans qu'on perde en niveau de vie? Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est intéressant de dire que le temps permettrait de consommer mieux. Parce que souvent, étant pris par le temps, parce qu'on fait 1000 choses, parce qu'il y a journée de travail, il y a les enfants, il y a tout ça, et du coup, quand il faut acheter quelque chose, on va prendre le premier clic venu sur sa plateforme. Vous voyez, dans le premier magasin venu. En fait, construire son achat, c'est quelque chose de très intéressant. Parce
vous mettez à réfléchir à comment est fait une ceinture. J'ai besoin d'une ceinture. Mais en fait, des ceintures, il y a 1000 manières de faire des ceintures. Je dis ça parce que moi, quand j'avais fait mon voyage à cheval, j'avais appris à faire des ceintures, à faire de la bourrellerie. Donc maintenant, je regarde différemment les ceintures. Je vois celles qui sont vraiment de la merde, même si elles sont vendues par des grandes marques. Et donc, en fait, on se met à réfléchir, ah bah oui, mais eux, ils font ça bien. Ah, mais eux, ils ont vraiment fait le point sellier, ils ont vraiment fait de la couture, eux, ils ont simplement mis un rivet, etc., etc. Et donc, en fait, vous pouvez passer des semaines, des mois à choisir la ceinture. Et souvent, ce que vous allez finir par faire, d'ailleurs, c'est vous dire, bah, je vais la faire moi-même alors. Et ça, par exemple, c'est un travail génial. Et en un an, vous aurez consommé, vous aurez produit votre ceinture, vous aurez participé à l'économie parce que vous aurez acheté du cuir, vous aurez peut-être pris des cours, vous aurez peut-être en fait, dépensé beaucoup plus que dans une ceinture de marque. Et néanmoins, là, c'est un produit qui viendra de vous-même, que vous garderez toute votre vie. Bon, enfin, je dis ça, je dis un peu n'importe quoi, mais vous voyez bien ce que je veux dire, c'est que consommer n'est pas le problème. Ah si, c'est un problème aujourd'hui. Non, mais dire, par exemple, regardez les meubles. Quand on garde ça dans le paradigme, consommer, c'est un problème. Si les gens connaissaient le bois, ils n'achèteraient plus jamais de meubles chez Ikea. Parce qu'en fait, Ikea, c'est pas du bois, c'est de la colle. Ouais. C'est de la colle avec, entre la colle, du lamellé-collé, c'est-à-dire des chutes de bois pourries, qui viennent d'ailleurs de la déforestation en Roumanie, il faut le dire. Bon, quand on connaît le bois, eh ben on se dit non, mais ça, et en plus, en fait, le prix, on croit que c'est pas cher, c'est très cher. Vous allez dans des brocantes aujourd'hui, vous avez des meubles en bois massif qui sont 2 fois moins chers. Mais ça demande de faire l'effort, on en revient là, de prendre le temps, d'aller faire le tour des brocantes, de comprendre comment est fait le bois. Et donc vous voyez qu'en fait, consommation et effort vont ensemble, il ne faut pas les opposer. Il faut justement remettre de l'effort dans la consommation, peut-être. On entre dans une période, en fait, on entre maintenant dans un moment de civilisation où il va falloir consommer moins. On a les limites planétaires qui nous arrivent sur le nez. Ça, c'est insupportable. C'est insupportable et insupporté d'ailleurs par tout le monde. C'est insupportable. La préoccupation pour le climat était la première et on a voté pour tout le monde, sauf pour les Verts. Bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, ce que dit... En France, d'ailleurs, c'est la deuxième préoccupation des Français devant l'immigration. Et c'est Marine Le Pen qui est donnée gagnante dans les sondages pour la prochaine présidentielle. Donc il y a une discrépance totale entre ce qui nous préoccupe et la réponse qu'on lui donne. Et c'est intéressant parce que ce que dit Amit Vuillard, ce autour de quoi il tourne, c'est quand même une transformation de la société et qui va vers consommer autrement, donc travailler autrement, et donc être plus adapté à ce qui arrive. Parce que c'est toujours le même raisonnement. C'est soit on commence à s'y adapter maintenant, on pense autrement nos façons de vivre et de désirer, soit on se fait arriver dessus par les limites planétaires. Et ça peut être très dur, ça va être très dur si on n'a rien fait entre-temps. Mais c'est vrai qu'on est très bizarre. Nous, là, on est d'ailleurs dans un moment très bizarre de l'humanité où on vote, on construit des systèmes de société dans un déni total des limites planétaires et aussi d'une certaine souffrance. On sort de la COP28, toujours dans ce déni total, où on se félicite d'avancer. J'écoutais Jean Jouzel, l'ancien prix Nobel de la paix, avec le GIEC, qui disait qu'on était dans un égoïsme total, parce qu'effectivement, on trouve zéro solution, et on se précipite dans le complotisme, on se précipite dans les solutions qui, justement, nous rassurent, la tech à tout prix, ce que vous dites. On va écouter, alors là, on voit justement le sultan Al-Jaber qui se félicite de ce résultat de la COP. Et puis ensuite, on écoutera Jean-Marc Jancovici, le héros de vos héros, Gaspard Koenig, qu'on recevait fin août sur notre plateau. And from the bottom of my heart, thank you. Du fond de mon cœur, merci. Nous avons fait un long voyage ensemble. Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé très dur pour sécuriser un meilleur futur pour nos peuples et pour notre planète. Quand on regarde l'apport des technologies à ce qu'a été l'évolution humaine sur, allez, on va se limiter au dernier siècle, l'essentiel des apports technologiques ont eu pour objectif de nous faire rajouter des nouveaux usages à ceux qu'on avait déjà. On a certes utilisé le progrès technique pour faire mieux unitairement par objet, et j'insiste sur le par objet, ce qu'on faisait déjà avant. Si je prends l'exemple de l'automobile par exemple, eh bien une automobile moderne par kilo de masse ou par kilomètre-heure de vitesse de pointe ou par kilowatt de puissance de moteur consomme considérablement moins qu'une automobile d'il y a 50 ans. Mais il y a considérablement plus d'automobiles. Et c'est également le progrès technique qui a permis qu'on ait considérablement plus d'automobiles. Donc quand on parle du progrès technique, on parle de quelque chose qui est ambigu ou ubiquiste par nature. Le progrès technique, il n'a pas un seul domaine d'application qui est de soulager la misère du monde, et le reste, il s'en occupe absolument pas. Le progrès technique, c'est aussi ce qui permet à des gens d'aller faire un petit tour dans l'espace, dans les fusées à forme bizarroïde
de M. Bezos. C'est aussi ce qui permet à chacun de regarder Netflix dans le métro, alors qu'avant on faisait des mots croisés ou on jouait au Sudoku ou même à Candy Crush. Donc en fait, le progrès technique, il n'a pas comme vocation de soulager les misères du monde et dire il faut compter sur le progrès technique, et ça, ou croire en Dieu, pour moi, c'est à peu près pareil. Alors, Jean-Marc Jancovici disait aussi justement que voilà, il va falloir arrêter de faire des parfums, de faire des chalets, de faire des voitures, parce que ça, on ne peut plus tenir. Mais ça, c'est insupportable. Est-ce que justement ce paradoxe-là, on arrive à le résoudre aujourd'hui? Jean-Marc Jancovici parlait de la technique. Alors, imaginons qu'une start-up arrive avec un projet technologique extraordinaire et dise, moi, je fais des petits tubes dans la terre. Ils se reproduisent tout seuls et ils vont labourer le sol à la place de l'homme. Génial! Tout le monde va dire, mais c'est formidable, on va mettre des milliards dans cette start-up, ça va tout résoudre. En fait, ça existe déjà, ça s'appelle les vers de terre. Ça a été produit par de l'innovation technologique. Cette innovation technologique, c'est l'évolution naturelle. L'évolution naturelle fonctionne comme tout scientifique, comme tout innovateur, elle expérimente, elle expérimente, elle expérimente. Et avec le temps, elle garde ce qui marche. Et elle arrive à faire des choses d'une précision et d'une efficacité absolument dingue. Vous avez 3 tonnes de vers de terre à l'hectare dans les surfaces qui ne sont pas dévastées par les pesticides, qui entretiennent la terre, et vous n'avez plus qu'à planter des graines et ça pousse. Ça fertilise le sol, ça le rend vivant. Et donc, souvent, je trouve qu'on dirige les flux de capitaux vers des choses en fait assez grossières, sans comprendre qu'on pourrait investir aujourd'hui dans des choses qui existent déjà, qui sont peut-être low-tech, mais je trouve que même que cette définition est un peu bizarre, et qui sont extrêmement performantes. Et donc, mais qui finalement, n'ayant été inventées par personne... Et c'est pas sexy, un ver voilà, de terre. C'est une bonne métaphore exactement. quand même de l'écologie, c'est que c'est pas sexy. C'est pour ça qu'il faut faire semblant de faire croire aux gouvernants qu'en fait les vers de terre ont été inventés par une start-up, et là ils vont mettre plein d'argent dedans. Parce qu'aujourd'hui dans les sols, effectivement, et dans la science du sol, on manque énormément d'investissements, on manque de recherche, on manque de tout, alors que c'est absolument fondamental. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait il y a énormément de solutions qui existent. L'agroécologie est quelque chose d'absolument fondamental pour réussir tout, la transition carbone et évidemment le maintien d'une agriculture soutenable. Mais concrètement, à part ça, excusez-moi, je vous coupe, mais je vous relance avec une question. Mais concrètement, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir réaliser cette transition low-tech, ne pas perdre en qualité de vie et quand même pouvoir continuer à vivre heureux finalement? Est-ce qu'on ne sera pas dans un effondrement du système qui est agité très facilement à droite de l'échiquier politique quand on parle de consommer mieux, de consommer différemment? C'est quoi votre réponse à vous par rapport à ça? La qualité de vie. Parlons de notre qualité de vie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme dit Jancovici, on consomme du pétrole comme des malades, on est des super-héros, des Superman, comme il dit, et on se dit, mais avec ce pétrole qui est quand même magique, le pétrole, c'est génial, c'est de l'énergie emmagasinée à fond pendant 300 millions d'années qui permet de faire des choses prodigieuses. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce pétrole qui devrait nous rendre hyper heureux? On fait des embouteillages sur le périph', on fait des tanks et on fait effectivement du Candy Crush. Donc ça, ce n'est pas une question de technologie, ce n'est pas une question de pétrole, c'est une question politique de comment nous voulons vivre. Et je pense que nos sociétés, nous ne les avons pas organisées de manière justement à être heureux et avoir une bonne qualité de vie, mais peut-être tout le contraire. Oui. Et regardez la transition agroécologique, c'est un sujet parmi d'autres, c'est-à-dire l'idée d'entretenir, de faire une agriculture qui est respectueuse des sols, qui remet des haies, qui évite le labour profond et tout ça. D'abord, c'est un progrès, puisque par exemple le labour, ça ne date pas de la révolution industrielle, ça date d'il y a 3000 ans, mais maintenant on se dit, en fait, il y a moyen de faire autrement, de faire encore mieux. Donc ce n'est pas du tout un retour en arrière, c'est au contraire quelque chose qui est fondé sur la science la plus contemporaine et qui, alors là, redonne énormément de qualité de vie. Parce que vous traversez aujourd'hui des paysages absolument dévastés avec des champs complètement uniformes. Moi, j'ai l'impression que l'agriculture des années 70 s'est inspirée des tableaux d'art moderne, des Roscoe, où il y a du bleu en haut et du jaune en bas. Voilà, c'est monochromique. C'est triste. Ce qui est beau dans la vie et dans le monde et dans la nature, c'est la diversité. Et cette diversité-là, on la retrouve quand on respecte la vie. Aujourd'hui, on détruit la vie. Ça sera le mot de conclusion. Manifestement, quand même, la plupart des gens ne veulent pas entendre parler de cette vie-là. Ou ils veulent, et le problème, effectivement, c'est quand c'est pas le pétrole, c'est le retour du nucléaire, parce qu'on veut continuer à consommer avec des idéaux sans changement personnel, existentiel, effectivement, on n'arrivera à rien. Et c'est un changement vaste de nos sociétés.
Ce seront les mots de conclusion de ce point. Bilan de réflexion sur notre société d'enfants gâtés, point d'interrogation. Notre contribution à la préparation des fêtes de Noël, en tout cas, attention, l'année n'est pas tout à fait finie. Mercredi prochain, on se retrouve, pour dire du mal de nous. Une fois n'est pas coutume, / balance ta Suisse. Ce sera la semaine prochaine dans Le Point pour finir l'année en beauté et en mode un petit peu léger. En attendant, une excellente soirée et une très bonne semaine à toutes et tous.